Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous de la saison, le Late Show de l'après-midi, avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Retenez bien, abonnez-vous, Radio J Mag. Nous sommes le mardi 1er jour de grève des syndicats de l'année... Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Toutes mes pensées vont vers vous si vous êtes coincé entre deux trains ou que la crèche ou l'école de vos enfants ont fait grève aujourd'hui. Toutes mes pensées aussi aux députés qui font leur première réunion importante en ce moment même, car le Premier ministre Michel Barnier est en train de faire, au moment où je vous parle, son discours de politique générale. On espère qu'il va pas faire un bide. Alors, motion de censure ou pas motion de censure? Augmentation des impôts ou augmentation des impôts? Ouais, bah oui, il paraît qu'ils ont pas le choix, il y a plus de blé. En tout cas, bonne chance pour sa prestation. Et à propos de prestation, aujourd'hui dans le Annabelle Show, on va parler théâtre engagé, art, passion et message politique. Car oui, dans ce studio, j'accueille une âme passionnée, entrepreneuse, battante, comédienne engagée, enjouée, lumineuse. Elle a un flair incroyable et va chercher les projets pour les monter à bout de bras. Vous pouvez être sûr que si elle s'attaque à un sujet, ça va devenir un énorme succès. Elle a tous les talents, elle joue, écrit, adapte, propose, monte, produit et sait fédérer. J'ai le plaisir d'accueillir la rayonnante et pétillante Caroline Rochefort. Vous avez vu cet encouragement de notre public en délire? Comment ça va, Caroline? Très bien, merci. Comment ça se passe cette rentrée très, très chargée, il me semble? Oui, chargée. Il y a Changer l'eau des fleurs au Théâtre Le Pic. Ouais. J'ai mon nouveau projet qui arrive, de l'écriture. On va parler de tout ça. Donc, on commence par cette première actu. Succès, prolongation. On en est déjà à la combienième saison pour Changer l'eau des fleurs? On est à la 3e saison. Alors, Oui, troisième saison. Donc j'encourage les gens qui nous écoutent à aller, bien sûr, applaudir Changer l'eau des fleurs qui se joue au Théâtre Le Pic les mercredis, vendredis, samedis. Mercredi, vendredi, 19h, samedi, 21h. Et donc, c'est des prolongations puisque cette pièce cartonne depuis le départ, en fait. Depuis le départ. Alors, il y a une histoire assez jolie. Moi-même, j'ai vu, c'est les débuts. Je crois que je suis venu à la première saison pour cette aventure. Et j'avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la pièce et puis pour votre interprétation, bien évidemment, de Violette Toussaint, qui a un rôle qui vous va à merveille, à la fois profonde et touchante et joviale, comme vous. Et donc, qui est Violette Toussaint? C'est une gardienne de cimetière qui, derrière donc cet enthousiasme communicatif, cache une grande sensibilité, une grande fragilité. On va apprendre donc à la connaître, à s'émouvoir de son histoire, de son espoir aussi. Et j'avoue que vous êtes fait pour ce rôle. Voilà, donc voilà, courez voir Changer l'eau des fleurs. Alors, en plus, c'est une histoire assez jolie parce que c'est le destin qui vous a amené vers ce rôle, un peu comme une rencontre amoureuse avec un partenaire. Ce rôle, vous êtes tombé dessus par hasard. On dirait un scénario de comédie romantique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça fait scénario, mais c'est vrai que ça s'est vraiment passé comme ça. Je partais à Avignon pour le festival, je tombe sur le roman dans une librairie et vraiment, j'étais attirée par le titre. Je connaissais pas Valérie Perrin à ce moment-là. Le roman n'avait pas du tout le succès qu'il a eu après coup, donc vraiment je le prends parce que le titre me plaît, la 4e de couve m'intéresse. Et en le lisant, j'ai un coup de cœur mais incroyable pour ce personnage. De Violette Toussaint. De Violette Toussaint. Je trouve qu'elle est populaire, je trouve qu'elle parle au cœur des gens, je trouve que la façon dont cette autrice a raconté cette histoire dans un cimetière est rare, extrêmement bien écrite. C'est vrai que c'est un sujet tabou, c'est un décor qu'on n'a pas l'habitude de voir. Exactement, c'est vraiment une pièce sur les cimetières, sur la vie dans les cimetières, parce qu'en fait, au final, il y a beaucoup de vie. C'est vrai, cimetière. Effectivement. C'est aussi ce qu'elle nous raconte. Nous, quand on va dans un cimetière, on y va parce qu'on enterre quelqu'un ou parce qu'on va se recueillir sur la tombe de quelqu'un. Mais elle, c'est son quotidien. Et donc, on va voir avec les fossoyeurs, avec tous les gens qui viennent régulièrement dans le cimetière, toute une vie une vie qui mérite d'être en tout cas, d'être mise en lumière, en fait. Ouais. Et à l'intérieur de ça, il y a plein de péripéties qui lui arrivent vis-à-vis de son histoire. On découvre des secrets. Donc, vraiment, j'adore ce personnage. Amoureuse de Violette. Mais tout se dire que c'était vraiment, je tournais la page et j'avais vraiment. Et en fait, vous visualisez vraiment. Non, je visualise pas la pièce. Non. Je visualise le personnage. Ouais. Je vois que le personnage, il existe en moi, elle est proche de moi, je m'y reconnais. Et c'est vrai qu'en arrivant dans notre appartement à Avignon, moi à ce moment-là, je travaille avec Salomé Lelouch depuis plusieurs années. On est hyper proches. Et je lui dis, Salomé, je viens de tomber sur un roman exceptionnel. J'ai envie de l'adapter, je vais demander les droits à l'auteur, je vais lui écrire. Donc elle me dit, ah bon? Elle me dit, à ce point
Tu l'as lu qu'une fois? Oui, mais vraiment. Elle me dit, montre-le-moi. Et là, quand je le sors, elle me regarde, elle écarquille les yeux et je vois qu'il se passe quelque chose chez elle et je comprends pas. Et là, elle me dit, mais tu sais pas qui est Valérie Perrin? Et moi, à ce moment-là, on est il y a plusieurs années, je dis, non, je sais pas du tout qui est cet auteur. Non, oui, je vous la connaissez connais pas du tout. Elle me dit, mais enfin, tu sais pas qui est Valérie Perrin? Je dis non. Elle me dit, mais enfin, c'est ma belle-mère. Ah, c'est énorme. Et moi, à ce moment-là, je sais pas du tout que Claude Lelouch, à ce moment-là... Bah oui, et en relation avec Valérie Perrin. Et le compagnon de Valérie. Bien sûr. Et donc, on l'appelle à l'instant, on l'appelle tout de suite. Et Valérie l'appelle et tu devineras jamais, Caroline, avec qui je travaille depuis des années, a un coup de cœur sur ton roman. Et là, on prend rendez-vous en septembre. À ce moment-là, on est en juillet. On prend rendez-vous en septembre pour rencontrer Valérie. Je lui expose le projet, mes motivations, le projet. J'y parle de mon coup de cœur. Parce qu'en fait, à ce moment-là, de toute façon, avec Valérie, on parle que de coup de cœur. Ouais. C'est quelqu'un en même temps, étant donné que vous avez eu un coup de cœur émotionnel, oui. vous vous dites il va forcément se passer vous allez forcément partager des ondes avec elle. À ce moment-là, je la connais pas. Ouais. Et en fait, la nature de Valérie, j'ai aujourd'hui la chance de la connaître. C'est vraiment quelqu'un qui parle avec son cœur tout le temps. Ouais. Et qui est vraiment très proche intuitivement des gens. Oui, elle a une qui intelligence ressent les émotionnelle choses très forte. Ouais. Hyper forte, hyper puissante. Ouais. Moi, c'est quelqu'un que j'aime très fort. Et donc, du coup, elle nous a dit, écris. Et on verra. Et là, j'ai écrit l'adaptation. Michael Chirignan m'a rejoint. Mm-hmm. Que vous devez avec qui vous jouez également. Exactement, et qui joue, qui met en scène aussi. Exactement, qui a plein de postes. Ouais. Salomé a aussi fait la mise en scène et on est parti pour vivre une aventure assez dingue puisque dès le début, on a eu ce cadeau. C'est-à-dire que les lecteurs ont dit ça nous touche comme le livre. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a réussi. C'était très important. Alors, il y en a, il leur a manqué des parties. Oui, bien sûr, c'est compliqué. On peut pas raconter 600 1h10 pages. seulement, ouais, c'est sûr. 1h10. Donc, on a choisi un fil qu'on a tiré. Ouais. Vous avez choisi une arche du livre, voilà. Ouais, une arche du livre, exactement. On a choisi une arche du livre. Parce qu'il y en a plusieurs. Bien sûr, oui, il y a plusieurs intrigues, puisque ça doit être, comme vous disiez, on rencontre des personnages, ça doit être à chorale un petit peu, et là, vous êtes parti exactement. Vous êtes vraiment recentré sur Violette Toussaint, en fait. On s'est recentré sur Violette Toussaint, mais pour tous ceux qui ont lu le roman, il y a plein de passages, il y a plein de retours en arrière, il y a plein de retours dans le temps, Valérie, elle écrit beaucoup des romans à tiroir. Ouais. Donc là, c'était un des tiroirs qu'on est allé explorer et fouiller. Et puis moi, c'est le tiroir qui me touchait le plus. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est vraiment cette femme que je trouve, moi, bouleversante et héroïque dans son rapport aux choses. À la vie, bien sûr, à la mort aussi, à l'espoir. Et c'est vrai que, alors justement, c'est intéressant ce décor de cimetière. Et d'ailleurs, en France, ou comme sûrement dans beaucoup de pays, c'est assez tabou, évidemment, de parler de la mort. Ça fait pas partie des sujets qu'on aborde facilement. Et c'est vrai que les cimetières sont enfermés derrière des murs, avec des grands portails. Et en fait, c'est assez rigolo parce que je me suis promené aux États-Unis et là-bas, les cimetières sont ouverts comme des grands jardins, comme des parcs en fait. Et c'est vrai que ça donne une autre approche, ça rend la mort moins effrayante, je trouve. Ouais, je vois très bien. Et c'est vrai qu'avec vous, alors ce qui est formidable pour les gens qui nous écoutent et qui vont avoir envie d'aller découvrir cette pièce, c'est que la mise en scène est vraiment très légère par rapport au fait que ce soit dans un cimetière. C'est assez poétique, donc ça fait pas peur du tout pour ceux qui auraient l'angoisse justement de la mort. On y retrouve vraiment tout l'esprit enjoué, même à travers les musiques qui sont diffusées, et puis à travers votre jeu bien évidemment. On y retrouve tout simplement le naturel de la mort qui fait partie de la vie, quoi. Donc, exactement. Donc, on va écouter un petit extrait, une petite bande-annonce pour que ça nous mette sur la voie. Je suis arrivé à 2h du matin, je me suis garé devant les grilles du cimetière. À 7h du matin, j'ai vu de la lumière à l'intérieur de chez elle, j'ai frappé, je m'attendais à trouver un vieil homme. Je sais, les idées reçues sont stupides. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à elle. Et puis, qui peut s'attendre à elle ? Elle m'a fait entrer, m'a offert du café, elle portait une robe de champson, ses cheveux étaient ramenés en chignon. Je l'ai trouvé incroyable. Irréel. Comme une apparition. Et puis elle a sorti ses registres. À ce moment-là, j'ai pensé, il faut que je sache d'où elle vient et ce qu'elle fait là. Au cours de ma deuxième visite, je l'ai observée, nettoyer les tombes. J'ai pensé, il faut que je sache d'où elle vient et ce qu'elle fait là. Dans cette pièce, il y a un petit côté
Amélie Poulain du cimetière, je trouve. Il y a, Oui. hein, il y a quelque chose comme ça dans un espèce de voyage aussi dans l'enfance, dans la nostalgie. Mais ça, c'est déjà dans le roman. Ouais. Ça, c'est dans le roman. Mais- Et je trouve qu'à la mise en scène et à la scénographie, ils sont vraiment arrivés à le restituer. Ouais. Ce petit côté, un peu rétro. Ouais. Un peu, ouais. Rétro coloré en même Oui, temps. rétro coloré. Et alors cette aventure vous a vraiment voilà, donc ça fait 3 ans maintenant et en 3 ans ça a été fulgurant parce que du coup succès au Théâtre Le Pic, oui. puis après ça vous a emmené vers Avignon où succès Oui. aussi, et puis Ah. après Théâtre de la Renaissance où il a fallu adapter la pièce dans une salle beaucoup plus grande. Comment c'était du coup de passer comme ça de cet écrin du Théâtre Le Pic, bon qui est déjà grand, hein, mais c'est vrai, au Théâtre de la Renaissance, quelle sensation ça vous a fait, vous qui En fait, portez ce projet depuis le début? En fait, ça touche à quelque chose qui est extrêmement intime. C'est-à-dire que, par exemple, le théâtre du Chêne Noir ou le théâtre de la Renaissance, moi, c'était des théâtres, ce sont des théâtres que j'admire. Mhm. Parce que je trouve, de par leur histoire, de par leur programmation, de par la beauté de ces lieux. Donc, C'est le patrimoine quoi. ouais, moi, en tout cas, pour moi, Ouais, il y a bien quelque chose sûr. de l'ordre du patrimoine du théâtre. Et donc, quand on a eu cette programmation au Théâtre du Chêne Noir, moi, je sais que je m'étais dit, je rêve un jour dans ma vie à Avignon de jouer au Chêne Noir. Ouais. Ben, je l'ai fait. Ah, Ce c'est spectacle, il m'a fantastique. offert ce cadeau qui, pour moi, était un rêve d'enfant, en fait, quand j'étais au cours Florent et que je suis allée au Festival d'Avignon. Et je me rappelle avoir découvert ce théâtre en allant voir je crois que c'était Andromaque que j'avais vu, le premier spectacle que j'ai vu au Chêne Noir, je crois que c'était un Andromaque. Et je me souviens m'être assise et avoir dit à voix haute, dans ma vie, je rêve de jouer ici. Ah, Mais pour moi, c'était un rêve. ouais. Je pensais pas du tout que... Je savais pas si ça Et allait grâce à m'arriver. Violette, vous avez Et vécu Violette, ce rêve. Elle m'a amenée là. Et un théâtre comme le Théâtre de la Renaissance, c'était vraiment des lieux où je me disais, bon, peut-être qu'un jour, dans une pièce, je pourrais y jouer. Mais jamais j'aurais imaginé que c'était avec un projet que j'aurais initié, où j'ai un rôle important comme ça. Donc ça aussi, pour moi, ça touche au rêve. Et du coup, c'est des endroits qui ont été très, très, très précieux. Le Théâtre Le Pic, ça a été aussi très précieux parce que c'est le théâtre de Salomé. Donc pour moi, que ce spectacle soit un succès dans son théâtre, c'était déjà un cadeau. En plus, c'est là où vous l'avez créé, C'est là où avec on l'a Valérie créé, Perrin, avec justement son père, Claude Lelouch, qui est venu assister. Oui. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre avait de tout se regroupe dans cet endroit-là. C'est Exactement. le point de départ d'une grande histoire, quoi. Ouais. Mais après que ça continue dans des lieux comme ça qui, pour moi, étaient emblématiques, magiques, très, très vibratoires. Tellement magique que vous êtes nommé aux Molières. Ouais, j'ai même eu ça. Ça aussi, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Parce que quand même, dans une vie de comédien, je dis un jour, j'aimerais que, voilà, être légitimé par ce genre d'institution, quoi. Ouais, moi, je viens d'un tout petit village. Je suis fille de viticulteur, arrière-petite-fille de viticulteur. Je viens pas du tout de ce milieu. Et c'est vrai qu'arriver à un moment donné sur son chemin à avoir comme ça À casser cette lignée toute tracée, oui, entre et guillemets. à avoir une nomination comme celle-là avec un personnage. Et vraiment, j'y tiens à le dire parce que je trouve que c'est très important pour tous les acteurs, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, mais il y a peut-être aussi des acteurs, des porteurs sûr. de projets. Moi, je trouve que quand ça vient avec un projet qu'on a rêvé dans sa petite tête, hein, qui après prend vie et qui nous amène jusque-là, pour moi, c'est des chemins très précieux de création, de dépassement de soi. Donc voilà. Donc moi, pour moi, toute cette histoire, elle est très précieuse. C'est un très très beau message de ce que vous avez vécu, parce qu'en fait, vous l'avez cherché de A à Z, quoi. C'est-à-dire, vous avez initié, vous êtes allé jusqu'au bout et vous avez jamais cessé d'y croire, et Non, ça jamais. vous a amené très très Mais très j'ai loin. jamais Et en douté. fait, c'est assez Non. révélateur de la personne que vous êtes, C'est possible. je pense. Et justement, hein, Après, je voudrais juste dire que j'ai été très bien accompagnée. Oui, hein. Je veux évidemment. dire, Salomé, Michael, c'est des personnes, Michael Chirina et Salomé Lelouch, c'est des personnes, moi, avec qui j'ai absolument adoré travailler. Et avec qui, je pense, je retravaillerai. il faut aussi avoir le talent de savoir se faire bien accompagner, d'ailleurs. Oui, c'est peut-être. aussi une autre casquette. En tout cas, vous avez ce grand projet qui vous a amené donc à vos rêves. Et c'est pas fini. Il y en a encore. On va en parler tout au long de cette émission. Et comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, moi j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors dans ce tapis rouge, vous pouvez intervenir. Vous avez un petit buzzer jaune devant vous. Si je dis une fausse information, vous pouvez le tester.
ou que mes sources sont fausses, n'hésitez pas, à la moindre fake news, bim. Caroline Rochefort. Déjà, Rochefort, forte comme un roc, ce nom-là vous était prédestiné à vous seul. Vous déplacez des montagnes, comme vous l'avez dit, et ce, je pense, depuis toute petite déjà. Retour aux sources dans votre sud-ouest natal, à l'accent-chantin. Direction Vancouverte, petite bourgade de 552 habitants. Donc vous êtes la combientième, je sais pas, 552e peut-être. Vous pointez le bout de votre nez dans la famille de Jean Rochefort. Non, votre papa, mais pas le comédien, le viticulteur, comme vous l'avez dit. Ça aurait pu vous aider, mais les succès, vous irez les chercher toute seule, comme une grande que vous êtes d'ailleurs. Très tôt, vous avez l'esprit d'initiative. À la MJC de la ville, enfant déjà, on vous donne les clés, on vous laisse organiser les cours de danse, les petits spectacles de fin d'année. Alors voilà un bon remède à la pénurie de personnel et à moindre frais en plus. Quand on n'a ni les gens, ni le budget, c'est formidable. Très tôt donc, vous savez mener des projets et fédérer. Ça va vous donner la vocation, vous deviendrez prof. Ça semblait bien parti. À la fac, vous prenez option théâtre et option psychologie. Et finalement, cette dernière discipline vous passionne. Vous décidez de changer de projet, la complexité de l'âme humaine, réparer les êtres brisés. Vous serez criminologue. Mais fraîchement diplômé à 23 ans, criminologue, face à des gros bras, des délinquants un peu corsés. Ah, allez-y. Je ne suis pas criminologue. Ah, non, j'ai fait des études en de criminologie, psychologie et en criminologie. Alors, Mais le métier de criminologue, il n'existe pas en France. Ouais, comment ça Voilà. s'appelle alors? Je sais pas exactement, mais en fait, on travaille. Souvent, c'est des profilers qui travaillent. Voilà, profiler, on dit. Profiler. On n'a pas traduit le mot Criminologue, ça existe profiler. pas. Voilà. Et par contre, j'ai fait des études en psychologie clinique et en psychopathologie, et j'ai fait de la crimino. Voilà. Ça peut servir pour développer des personnages et pour comprendre la. Bah oui. Mais évidemment, Dans- je m'en sers énormément. Donc vous aussi, vous C'est avez mes une études. intelligence émotionnelle forte et beaucoup d'empathie. Donc, en tout cas, vous vous dites, profiler face à des gros bras, c'est peut-être un petit peu tôt à 23 ans. On va se laisser un petit peu de temps. Voilà la solution, il faut vivre. Alors après avoir lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est la révélation. Le champ des possibles s'ouvre à vous. Vous décidez de quitter la région de Carcassonne et votre sud-ouest pour la capitale. Direction le cours Florent. Il paraît que c'est bien, c'est le seul truc qu'on connaît. Donc, vous allez y faire vos armes et rapidement vous plongez dans le grand bain du métier de comédienne. Et donc, votre truc en plus, comme je l'ai dit précédemment, un esprit d'entrepreneuse et un don pour faire la bonne rencontre. Vous commencez fort votre carrière avec le metteur en scène, que j'adore d'ailleurs, et comédien éblouissant Stéphane Hillel, au théâtre, dans Un été avec lui. C'est déjà une très bonne école pour commencer, j'imagine. C'était comment cette expérience avec Stéphane Hillel? C'était incroyable. Moi, je sortais de l'école, j'ai tout de suite un projet comme ça. Et par contre, ça m'a donné la force d'y croire. Moi, ce projet, il est très important pour moi parce que j'avais réussi ma première audition vraiment professionnelle. C'était mes premiers cachets sérieux, vraiment, où on est payé tout le temps. et du coup, C'est important de le préciser, parce que Et dans le théâtre, on n'est pas forcément payé Et tout le le temps. fait d'avoir été comme ça validé par une légitimé. production, du coup, ça m'a toujours dit, à des moments où c'était dur, cette expérience, c'est le socle, c'est le ciment. Donc c'est pour ça que j'ai... Cette première caution-là, Oui. elle est le point de départ du reste, et à chaque fois, vous vous y raccrochez quand il y a une période... Quand il y a une période de doute, je me dis toujours, à un moment donné, ça a pris, c'était le début, j'étais... Voilà, donc c'est ça extraordinaire. arrivera. Donc Stéphanie Hillel, si vous nous écoutez, on vous embrasse. En parallèle, vous entrez à la maison du film court dont vous devenez présidente. Oui, parce que madame est présidente en plus. Donc, et justement, ça montre encore votre esprit d'initiative. Vous apprenez tout du métier artistique. Des deux côtés en fait, sur scène, jeu, mise en scène, mais aussi dans les coulisses, production, gestion et diffusion. Et ces compétences vous donnent la confiance et la liberté pour créer vous-même vos projets, comme on a pu l'entendre avec Changer l'eau des fleurs. Vous adaptez d'abord une première pièce, un premier roman que vous adorez, Quand souffle le vent du Nord, dont vous demandez les droits, qui rencontre un gros succès, et c'est ça qui vous permet de rencontrer Salomé Lelouch, avec qui donc vous allez désormais travailler dans Matryoshka Productions. Puis vient cette rencontre merveilleuse avec Changer l'eau des fleurs, même histoire avec un succès encore un peu plus fulgurant, et en fait vous donnez envie de travailler avec vous parce que vous avez un côté rassurant, stable, rayonnant, et on se dit que si on part avec vous dans un projet, ça va rouler, et en plus on passera un moment sympa parce que l'amitié est aussi une des valeurs centrales de votre vie, et comme vous l'avez dit, c'est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, non seulement pour l'expérience artistique mais aussi pour l'expérience humaine. Je dois dire que je ne suis pas surprise évidemment de ce parcours qui est le vôtre,
parce que moi-même, j'ai eu le plaisir de vous croiser sur mon chemin de comédienne en vous castant, moi aussi, dans une comédie. Alors, je ne suis pas Stéphanie Hillel, bien sûr, mais je me souviens des bonnes ondes que vous diffusiez et de la flexibilité avec laquelle vous compreniez le rôle et la comédie, parce que c'était une comédie à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, forcément, le jour où j'ai vu que vous étiez nommé aux Molières, ça m'a pas du tout surprise. Et comme tous les projets que vous touchez, je suis certaine que le prochain sera encore un bijou couronné de succès. On en parlera plus tard. Pour résumer, vous êtes donc une matrioshka, une poupée russe solide et attrayante qui cache en elle plein de facettes, qui est multiple, et une matrioshka qui, dans son projet prochain, va jouer une femme russe. Alors là, comme quoi on est raccord. La journaliste Anna Politkovskaya. Alors, je leur dis, Anna Politkovskaya. En quête de liberté, ça devait être écrit ça aussi. Alors continuez de créer, de défendre des idées, parce que quand on embarque avec vous, c'est toujours pour un peu mieux réfléchir et un peu mieux rêver d'un monde meilleur. Merci Caroline Rochefort d'être avec moi aujourd'hui en tout cas. Merci. Alors Caroline, donc ce prochain projet, on va y venir aussi tout à l'heure. C'est ce que vous avez dans les tiroirs en ce moment. C'est quelque chose que vous avez en parallèle de Changer l'eau des fleurs commencé à monter. Oui, alors il a été créé pour le Festival d'Avignon dernier. Et en fait, c'est un texte, moi, que je connais depuis 10 ou 12 ans et que j'ai vu déjà monter par d'autres personnes. C'est un auteur qui a recueilli plusieurs témoignages et textes d'Anna Politkovskaya, qui est une journaliste russe qui a été assassinée en 2006. Et en fait, il a réécrit, parce que c'est vraiment un auteur, c'est un des plus grands auteurs contemporains italiens, Stefano Massini. Il a réécrit à partir des témoignages d'Anna une pièce qui raconte les 6 dernières années d'enquête de cette femme. Et donc c'est avec l'actualité, avec en fait, le point de départ, c'est moi, l'invasion de l'Ukraine, ça a été quelque chose qui m'a énormément heurtée. Ça a été vraiment, moi, je suis restée pendant 3 ou 4 jours choquée. Ouais, choquée. Et je me suis rappelée de ce texte, et du coup, je l'ai relu, mais pas du tout à ce moment-là pour en faire un spectacle. Ouais. Je n'avais pas du tout cette intention. La vie a fait qu'en rencontrant quelqu'un à la mairie de Paris, on m'a demandé de faire une lecture de ce texte. J'ai organisé une lecture, et de cette lecture, petit à petit, les choses se sont... ça a été le point de départ. Ça a été le point de départ jusqu'à la création du spectacle. Et c'est vrai que c'est un personnage exceptionnel. Et ben justement, on en parlera juste après ce Flash Info. Restez avec nous pour en savoir plus sur ce nouveau projet de notre chère comédienne Caroline Rochefort. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Etanit Belaïch sur Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Israël a frappé au moins 3 stations radars anti-aériennes dans le sud de la Syrie. Des frappes de drones ont touché 2 stations à l'ouest de la ville de Souaïda, dont une située dans une base aérienne de la région, selon 2 sources militaires syriennes. Une autre station radar a, elle, été touchée dans la province voisine de Daraa. Ces positions font partie des défenses aériennes de l'armée syrienne dans la région sud. Les forces spéciales israéliennes mènent des raids dans le sud du Liban depuis le début de la guerre contre le Hamas le 7 octobre dernier. C'est ce qu'a révélé le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, cet après-midi. L'armée a ainsi découvert des tunnels du Hezbollah et des caches d'armes sous des maisons, ainsi que des plans d'invasion du groupe chiite. Après que l'armée israélienne a annoncé avoir lancé hier soir des opérations terrestres au Liban, le Hezbollah a dénoncé de fausses informations. Il n'y a pas d'incursion terrestre pour le moment, a elle aussi affirmé cet après-midi la FINUL, la force onusienne déployée à la frontière. Tsahal étend ses restrictions sécuritaires en Israël. Elles vont du nord au centre de l'État hébreu, en passant par le nord de la Judée-Samarie. Les rassemblements dans ces zones doivent désormais être limités et les habitants concernés doivent se trouver à proximité d'abris anti-bombes.
La compagnie néerlandaise KLM suspend ses correspondances vers Tel Aviv jusqu'à la fin de l'année. La branche hollandaise du groupe Air France KLM avait précédemment annulé tous les trajets à destination de Tel Aviv jusqu'au 26 octobre en raison des tensions accrues dans la région. En France, enfin, Michel Barnier prononce sa déclaration de politique générale devant le Parlement. En matière fiscale, le Premier ministre annonce vouloir demander une participation aux grandes entreprises qui réalisent des profits importants, mais aussi une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous sur Radio J pour la suite du Annabelle Show avec mon invité, la puissante et lumineuse comédienne Caroline Rochefort. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Le 7 octobre 2023 a changé à jamais le destin d'Israël et du peuple juif, qui font face à une nouvelle réalité. Dimanche 6 octobre 2024 à 15h, place de Fontenoy, UNESCO, à Paris, nous, l'ensemble des institutions sionistes, des organisations communautaires et des collectifs citoyens, nous allons rendre hommage aux victimes du terrorisme du 7 octobre. Ensemble, nous allons exprimer notre solidarité avec le peuple d'Israël, dimanche 6 octobre à 15h, place de Fontenoy, UNESCO, à Paris. Vous rêvez d'un investissement immobilier rentable et sécurisé? Avec Helios Premium Immobilier, c'est possible au cœur de la magnifique Riviera Maya au Mexique. L'équipe française d'Helios Premium Immobilier vous accompagne sur place à chaque étape de votre projet. Investissez sans contrainte, diversifiez vos avoirs et maximisez vos gains dans un marché en pleine croissance avec un environnement fiscal avantageux. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, nous sommes de retour dans le Annabelle Show avec mon invité, la savoureuse comédienne Caroline Rochefort. Et on abordait avant cette pause, avant ce flash info, ce nouveau projet sur lequel donc vous travaillez en ce moment, que vous avez commencé à jouer au Festival d'Avignon, donc Femme non rééducable, où vous jouez donc Anna Politkovskaya. Et vous nous parliez de cette rencontre avec cette femme, et ce n'est pas qu'un personnage, parce que c'est une personne qui a vraiment existé. Et comment c'est donc vous avez lu cette fameuse œuvre de Stefano Massini, et avec donc l'actualité, c'est là que vous vous êtes dit il y a quelque chose à faire. C'est ça que vous me disiez avant. Oui, en fait, à un moment donné, il y a des projets avec lesquels on ressent une urgence. Moi, c'est un projet où j'ai ressenti beaucoup ça, à la fois une urgence, à la fois une nécessité de raconter son histoire. Mais c'était pas que lié à ce qui se passait à ce moment-là entre ces deux pays, la Russie et l'Ukraine. C'était aussi lié à... Parce qu'à partir du moment où on ouvre ce champ et où on ouvre le champ de c'est quoi le journalisme dans un pays en guerre, où des tas de journalistes sont exécutés pour ne pas qu'ils couvrent le conflit et pour ne pas qu'ils disent la vérité, du coup ça commence à devenir un engagement. Ouais. Parce qu'en fait, à travers l'histoire d'Anna, à travers ce qu'elle a vécu, nous, notre volonté en créant ce spectacle, c'est de parler du journalisme et du journalisme d'investigation, qui est le journalisme d'enquête, en fait, qui est le journalisme de la recherche de la vérité, qui demande énormément de temps, parce que c'est une femme qui a écrit énormément d'articles, mais chaque article a demandé un temps et un investissement assez dingue. Elle est allée plus de 40 fois en Tchétchénie entre 2000 et 2006. Oui, c'est un engagement incroyable. À un moment donné, dans la pièce, elle dit après 3 mois consécutifs à Grozny, c'est-à-dire après 3 mois consécutifs sur un champ de guerre, elle se retrouve dans un avion pour partir à un congrès à l'étranger. Et donc, il y a tout le temps cette dichotomie entre ce qui se passe là-bas et sa vie, et sa vie normale. Oui, c'est ça. Et puis, c'est toujours intéressant de donner comme ça ce mode de vie des lanceurs d'alerte qui finalement sont assez vite oubliés par l'histoire. Et c'est une bonne façon de lui rendre hommage et de mettre en lumière ces personnes-là qui se battent pour la vérité, quoi. Oui. Puis l'autre message aussi, c'est l'oppression politique et la dictature, évidemment. Oui, parce qu'en fait, la liberté de la presse, c'est vraiment un des fondements de la démocratie. Ouais.
Et à partir du moment où elle est bafouée, où elle est exécutée, où ils sont recherchés pour ne pas raconter, pour ne pas que ces hommes et femmes viennent raconter ce qu'ils ont vu, à partir du moment où il y a ça, on n'est plus dans la démocratie. Ouais, bien sûr. Donc on va écouter un petit... Je vous laisse finir. Oui, après, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Il y a dans certains pays, juste, on n'a pas besoin d'être... de couvrir la guerre pour être interdit de raconter quelque chose. Oui, bien sûr. Oui. On écoute un petit extrait du coup de cette pièce Femmes non rééducables. Ici, les gens sont en guerre depuis des siècles. Ils se disputent le pouvoir sur cette motte de terre. Anna, je suis convoquée chez le procureur avec les voleurs et les délinquants. Certains sont là pour braquage, d'autres pour vol, d'autres encore pour viol. Moi, pour journalisme. Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Qu'est-ce que je fais ? Je continue ou je ferme les yeux ? Je pensais que ça allait être un homme. Une femme, ça ne va pas ? Maman, là où tu vas, c'est dangereux ? Peu importe, c'est nécessaire. Tu veux faire quoi dans la vie ? Maintenant, je fais la guerre. Et quand elle sera finie ? J'espère qu'elle finira jamais. Elle est très puissante, cette bande-annonce. Oui, elle est très raconte puissante, énormément de choses en quelques secondes. Ouais. C'est la première fois que je l'entends. Je l'avais jamais vue sans l'image. Ah ouais. Ouais, et je suis... c'est le spectacle. Ah ouais. C'est vraiment le spectacle. C'est vrai que chaque mot est un message à lui tout seul. Déjà, le combat pour la liberté. Effectivement, ce qu'on entend, moi je suis là pour journalisme. Comme si c'était un crime, le journalisme. Oui. C'est très fort ce message. Oui, en fait, pour moi, c'est la plus belle scène de la pièce. Et je crois que j'ai monté cette pièce pour cette scène. Des fois, je me dis, c'est vraiment moi celle qui me fait le plus. C'est cette scène qui me rend le plus citoyenne, j'ai envie de dire. Ouais. Et vraiment, c'est là où elle explique qu'elle est convoquée chez le procureur. Elle passe des heures en salle d'interrogatoire parce qu'elle est là pour journalisme. Et à côté d'elle, il y a des violeurs, des voleurs, des gens qui ont fait des braquages, des gens qui en ont tapé d'autres. Et elle est au milieu de tous ces gens-là. C'est l'inversion des valeurs, comme on dit aujourd'hui. Voilà, quand on essaye de mettre la lumière sur quelque chose et qu'au final, ça vous retombe dessus comme si c'était un crime, quoi. Oui, et puis sa très, très grande puissance, c'est qu'elle n'a jamais abandonné. Ouais. Et ça, moi, je suis incapable. C'est facile d'aller l'incarner sur scène. Moi, je suis incapable de faire ce qu'elle a fait. Je n'ai pas du... Et elle... En même temps, la jouer sur scène, c'est aussi passer un message parce que c'est passer un message. Parce que vous la faites exister. Oui. Vous faites exister son combat et je pense que c'est le plus beau des hommages. Hein. Parce que effectivement, le problème de ce genre de personne qui a ce genre de combat, c'est de tomber dans l'oubli. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, et il y a une phrase aussi qui est très marquante dans cette bande-annonce. C'est qu'est-ce que tu feras après la guerre ? J'espère que ça finira jamais. Parce qu'en fait, il y a un endoctrinement, cette espèce de propagande de toute façon, comme si la guerre c'était un mode de vie et qu'il n'y avait aucune solution à ça. Ouais, exactement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Donc en tout cas, on est encore dans un registre. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, vous incarnez des femmes forte, que ce soit dans des choses du quotidien, comme avec Violette Toussaint, qui est dans un espoir, dans une résilience d'épreuves de vie, je dirais, intimes. Et puis cette femme-là, Anna Politkovskaya, qui a des épreuves qui la dépassent, qui concernent l'humanité, qui concernent pas qu'elle et sa propre vie, mais l'histoire, quoi. Ouais, bien sûr. Donc on espère, on vous souhaite. Vous avez été à Avignon, donc. Oui, on a fait Avignon. Voilà. On a pas mal de dates de tournée, donc on est vraiment hyper contents. Et là, on va refaire Avignon l'année prochaine. Et entre ces deux Avignons ou après Avignon de l'année prochaine, j'espère qu'on aura un théâtre à Paris pour pouvoir jouer la pièce et la présenter ici. Donc on encourage tous les programmateurs qui nous écoutent en ce moment à vous programmer assez vite parce que ça donne vraiment envie d'être découvert en tout cas. Alors on va passer à quelque chose de plus léger. Oui. Parce qu'avant de devenir une artiste engagée, on est d'abord une petite fille avec des rêves. Retour en enfance. Alors vous avez dit
que vous étiez d'une famille de viticulteurs, de père en fils depuis plusieurs générations. Comment ça se passait cette enfance dans ce petit village c'est vous qui avez amené la culture. Vous êtes créé votre propre culture entre guillemets, ou vous partagez quand même de la culture à la maison par votre famille? Alors la vie de village, c'est une vie très simple. Hein. On est beaucoup dehors. Moi, j'ai des souvenirs d'enfants où on passe des étés entiers à la piscine du village, au terrain de foot, au terrain de tennis. On est dans la rue tout le temps parce que c'est pas du tout dangereux et c'est pas du tout 500 habitants. Il y en avait 350 moi quand j'étais petite. Hein. Donc c'est vraiment un tout petit village et j'y étais jusqu'à mes 18 ans. Donc même si après au lycée on allait à la ville, et la ville c'est Carcassonne ou Narbonne, donc on n'est pas non plus dans des grosses villes. Mais après comment ça se passait au niveau de la culture? Moi en fait j'ai été très scolaire. Moi je suis une bonne élève. Ouais. Et j'adorais lire. Et c'est vrai que ça il y avait personne dans ma famille. Enfin il y avait mon grand-père qui était qui aimait beaucoup l'histoire géo, qui était quand même assez cultivé et tout ça. Mais en fait moi j'étais c'est par l'école plus que vous avez. C'est par l'école. Ouais. C'est l'école. Vraiment. C'est l'école qui vous a amené vers des histoires, quoi. Oui, qui m'a amené vers des histoires. Par exemple, je me souviens exactement le jour où j'ai su lire. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que depuis qu'on se parle, depuis le début de cette émission, la lecture, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment par la lecture que c'est ça qui vous amène au projet, quoi. Oui, c'est vrai, je m'en étais jamais rendu compte. Voilà, j'ai lu Stefano Massini, j'ai lu dans le train, et c'est vraiment par la lecture que vous imaginez quelque chose et que ça devient un projet, quoi. Et comme vous le dites, ça a démarré par ça. Moi c'était vraiment, j'étais boulimique de livres. Je passais mon temps, je me à table, j'avais un livre, je marchais dans la rue, j'avais un livre. Je passais des heures et des heures à lire. Donc d'abord des choses un peu plus innocentes, des contes, etc. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et puis après, vous êtes un petit peu plus endurci à l'adolescence, un petit peu plus donc Zola, mais j'étais fan. Victor Hugo. J'étais fan, j'avais tout lu, j'avais lu tous les Rougon-Macquart, j'étais absolument fan de sa pensée, du déterminisme. C'est-à-dire, on peut pas s'en sortir, on peut. Moi, je pense l'inverse. Mais du coup, la preuve. Vous vous êtes offert un destin d'artiste dans une famille plutôt. Après, il y a eu Camus, Hugo. J'étais très littérature française de toute façon, grands auteurs. J'ai vraiment beaucoup lu. Ouais. Et après, ça m'a passé. Enfin, je lis beaucoup moins aujourd'hui, hein, mais tout est venu par la lecture. Par la lecture. Alors après, par contre, à la maison, on rigolait devant les comédies populaires. Oui. Ça vous faisait rêver, ce genre de... À ce moment-là, est-ce que vous avez déjà une idée de ce métier, ou vraiment pas du tout? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, puis c'est des métiers dont on ne parlait pas du tout dans ma famille. Mais alors... Ouais. Moi je voulais être votre univers, quoi. Moi je voulais être prof de français. J'ai toujours cru, mais en fait jusqu'à l'arrivée à la fac, j'ai toujours cru que je serais prof de français. Encore une fois, la lecture aussi, toujours peut-être. Ouais. Arrivée à la fac, je découvre la psycho et là j'ai une passion dingue pour les sciences humaines. Donc je repique ma première année et je pars en psycho, puisqu'en fait comme j'étais en lettres modernes, il fallait repartir. Il fallait tout recommencer, ouais. Et en fait, c'est là que je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, j'avais créé des spectacles, puisque quand on est en psycho, on re-questionne qui on est, de toute façon, vu qu'on va travailler avec... Le matériel, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, le matériel qu'on va avoir, c'est la vie des gens, où on va les aider à aller mieux. Quelque part, il faut regarder la sienne. Ouais. On ne peut pas aider quelqu'un sans s'être aidé soi-même. C'est les pires thérapeutes. C'est les pires thérapeutes. Le thérapeute qui a jamais vu un psy, il faut pas y aller du tout. C'est mon point de vue, il n'engage que moi. Les psys qui ne sont pas d'accord, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Mais je le pense vraiment. Et c'est pour ça que je pense que cordonnier mal chaussé, quoi. Voilà, je pense qu'il faut du temps pour devenir vraiment un très bon psy. C'est mon point de vue, parce qu'il faut avoir vécu, il faut s'être relevé de certaines choses. De ses propres fêlures. Exactement. Pour accompagner celles des autres. Voilà. Et plus j'avançais vers ce chemin qui était le mien, je me suis pas du tout trompée d'études. Ça a été extrêmement passionnant pour moi. Et d'ailleurs, même encore, je me dis, j'aurais été une super psy, pourquoi pas. Des fois, Ouais, vous vous dites, si la vie avait été faite autrement. En tout cas, vous écoutez votre intuition. Vous êtes très intuitive. Tout le temps. Au flair, vous dites, c'est vers là que je vais. Oui, je peux même changer de direction sur une intuition. Et j'ai jamais de regrets.
Ça, c'est important. Parce que c'est vrai que dans les projets, quand on veut être entrepreneur, il faut avoir ce truc et voilà, être capable de tout envoyer bouler pour aller vers ailleurs, se remettre en question assez rapidement, et c'est important. Ouais. Et donc, ça a été là que ce désir est arrivé. Ouais. Et pas revenu, parce qu'en fait, enfant, j'ai jamais imaginé. Alors, j'ai voulu être danseuse quand j'étais vraiment petite, mais parce que j'adorais ça, mais j'aurais jamais eu le niveau. Mais le théâtre, c'est arrivé plus tard. C'est plus presque un rêve d'adulte qu'un rêve d'enfant. Mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'il s'est construit ce rêve justement avec ce parcours, à la fois la lecture, la psychologie, et en même temps, comme encore une fois, je reviens sur ce que vous avez dit précédemment, vous entrez en coup de foudre avec un personnage. Et un personnage, ben justement, c'est toute sa psychologie aussi. Donc en fait, il y a ce côté-là qui est très présent, cette sensibilité-là qui est très présente chez vous, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que vous vous dites je vais partir vers je vais partir à la capitale, quoi. Ouais. Oui, et j'ai un super souvenir. J'étais en master de psycho et j'avais ma prof devant moi qui avait validé mon mémoire et tout, et j'allais rentrer en DEA. Et là, je lui dis oui, mais j'ai un rêve, je crois que j'aimerais aller faire du théâtre. Et là, je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'avais mon mémoire devant elle, et là, il y avait la lumière derrière elle. Elle a fermé mon mémoire. Elle m'a dit, alors ça, Caroline, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Parce que la psycho, vous y revenez quand vous voulez. Par contre, ça, c'est maintenant. C'est génial. Ça, je me rappellerai toujours. Parce que c'est comme si j'avais l'autorisation de l'institution, l'autorisation du prof. Elle vous a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte. Et pourtant, c'est pas quelqu'un que j'ai revu dans ma vie. C'est pas quelqu'un qui... Et pourtant, elle a été à ce moment-là... Elle a légitimé encore une fois votre décision de faire ça. Comme c'est rigolo. Et elle m'a vraiment dit, mais ça, la psycho, tu reviendras quand tu... Et c'est ce qui s'est passé par la suite et tout, mais ouais. C'est important comme ça d'avoir ce genre de rencontres et de personnes. Ça tient vraiment à une personne près, quoi. Ouais. Peut-être que si c'était pas elle, ça aurait été autre chose, quoi. C'est fou. Peut-être que je serais quand même partie, j'en sais rien. Je sais. En tout cas, ça vous a vraiment conforté dans votre décision, quoi. Oui. Vous vous rappelez de comment elle s'appelait, cette dame? Stacy Callahan, je crois. Ah bah voilà. Mais je sais plus si c'était une anglo-saxonne. C'est la. Elle était canadienne. Ah bah voilà, mais c'est la mentalité aussi peut-être anglo-saxonne de s'ouvrir comme ça à plusieurs disciplines, parce que ça enrichit évidemment. Donc ce parcours qui est maintenant le vôtre. Alors justement, puisque vous êtes dans la psychologie, j'ai envie avec vous de faire un petit jeu. Un petit jeu. De l'autre côté du miroir. Vous venez de dire que c'est important, quand on est psy, de savoir s'analyser soi-même. Alors, pour les auditeurs qui ne voient pas, je vous ai tendu un miroir. Et c'est toujours très difficile pour les comédiens de se regarder soi-même jouer ou d'avoir le recul sur soi-même. Alors, j'aimerais que vous vous regardiez dans le miroir et qu'avec tout ce que vous venez de me raconter, ce parcours de petite fille qui savait pas encore ce qu'elle allait devenir, et puis finalement cette envie fulgurante de devenir comédienne, avec tout le passif et ce que vous avez réussi à faire avec vos propres projets, qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous regardez vous-même? Qu'est-ce que vous dites à Caroline Rochefort? Alors, je vais dire à Caroline Rochefort... Alors, je suis qui, moi? Je suis Caroline qui parle à Caroline. Ouais. D'accord. Donc, Caroline dit à Caroline qu'elle est très heureuse du chemin qu'elle a pris. Voilà. Je pense que je suis très heureuse de ma vie. Je suis très bien. C'est important de savoir se le dire. Vous savez vous réjouir justement de ces victoires, de ces succès? C'est quoi votre style? C'est la remise en question ou vous savez savourer quand même chaque étape parcourue? Je sais pas trop comment répondre, parce que moi je suis une grosse travailleuse. Ouais. Donc en fait, quand l'objectif pour moi il était réalisable, je suis juste satisfaite. Ouais. En gros, c'est normal. C'est normal. C'est marrant. Voilà. Bénureau, il me disait la même chose hier. C'est normal. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Je me dis, par exemple, changer l'eau des fleurs, j'ai jamais douté. Ouais. Donc, en fait, que le spectacle existe, ça a toujours été de l'ordre de... Je travaille, donc il va... Nous travaillons. Oui, nous travaillons, bien sûr. Nous travaillons, donc on va y arriver. Après, ce qui a été de l'ordre vraiment de la joie, c'est
le Chêne Noir, la Renaissance, la nomination au Molière. C'est vraiment ces choses-là qui sont très... qui rendent très heureux. Mais en même temps, vous avez un certain pragmatisme sur ce que vous faites, quoi. Oui, je suis assez pragmatique. Vous avez beaucoup de recul sur ce que vous faites, sur où vous pouvez aller. Il y a une approche très, encore une fois, comme dans l'entrepreneuriat, très managériale. Je fais telle action, ça m'amène là. Vous êtes très organisé, en fait, dans votre travail. Très méthodique. Très organisé. Ouais. Je suis très méthodique. J'avoue que j'avais déjà senti vierge, ça. hein. Moi aussi. C'est des signes qui sont méthodiques, organisés. Effectivement, méticuleux. Et en même temps, qui savent être fantaisistes quand il faut, etc. Ouais, effectivement. Alors, vous m'avez parlé de cette famille qui est la vôtre, qui vient du terroir et voilà, du village. Voilà, du village. Moi, c'est important. En fait, c'est vraiment un mot qui est important. Ah ouais. Moi, je viens d'un village. C'est ce qui vous caractérise. Et d'ailleurs, on sent que vous essayez de créer ce village autour de vous dans votre travail, en fait. On sent que vous essayez de recréer un petit peu cette ambiance avec les gens avec qui vous travaillez. Il faut qu'il y ait cette proximité un petit peu, non ? Alors moi, j'ai l'esprit d'équipe. Ouais. Oui, ça, j'ai l'esprit d'équipe. J'aime fédérer pour aller vers un objectif. Oui, ça, c'est des choses qui sont inhérentes à ma nature. Je fais aucun effort. Voilà. Après, est-ce que ça vient de l'esprit village ? J'en sais rien. Mais oui, il y a énormément d'entraide, il y a énormément de collaboration. D'ailleurs, ce on va village, aider son voisin, on le connaît. Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que ça vous caractérise et il vous accompagne encore aujourd'hui, même à Paris. D'ailleurs, ce village vous a accompagné à Avignon, puisqu'ils sont venus voir la pièce. Ouais, ils ont pris un bus, ils sont venus à 50. Oui. Ils ont même vu à la salle polyvalente du village la retransmission de la série de la cérémonie des Molières. C'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Donc vous êtes la personne emblématique de fond couverte. De fond couverte. Non, des personnes bien plus emblématiques que moi, mais en tout cas, quelqu'un qui est parti à Paris et qui est nommé au Molière, en tout cas, sur 350 habitants, on n'est pas nombreux. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Le village est fier de vous, en tout cas. Ouais, moi, je suis fière d'être de ce village. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'avant l'émission, vous m'avez dit, il faut que je leur envoie un message, là. Je passe à la radio. Donc à ma famille. Donc, en tout cas, ils vous accompagnent toujours. Du coup, j'aimerais savoir comment les valeurs de votre famille se sont répercutées sur vous. Quiz. Portrait craché. Alors dans ce quiz portrait craché, on va évoquer un peu comment les valeurs familiales, le patrimoine familial rejaillit sur vous. Physiquement, vous ressemblez plutôt à votre papa ou votre maman ? Aucun des deux, je suis un mystère. Ah, vous êtes un mix. Moralement, pour le coup. Je dirais plus à ma mère. Ouais, je pense. C'est quoi qui caractérise Je pense qu'on est on est persévérante, on a du caractère, on a aussi des moments un peu de folie, on est assez entière. Oui, je pense. Justement, c'est quoi est-ce qu'il y a un trait caractéristique, puisque justement vous m'avez dit que vous avez une famille de génération en génération, vous avez un grand patrimoine familial. Est-ce qu'il y a une valeur ou un trait de caractère spécifique de la famille Rochefort ? Quelque chose qui se transmet Quelque chose qui se transmet, je dirais la valeur du travail. Ouais. Vraiment, mes sœurs et moi, on a vraiment ça en commun, et ma mère aussi. Mais ça vient, je pense vraiment, ça vient du travail de la terre, en fait. Ouais. On se repose pas. On va tailler quand il vente ou quand il neige. On va chercher le raisin quand il fait des chaleurs où on est exténué parce qu'il fait trop chaud et on devrait être à la sieste l'après-midi, mais on va couper le raisin. En fait, je pense qu'il y a vraiment... la valeur du travail, elle est très, très importante dans ma famille. Vous avez combien de sœurs, du coup ? 2 sœurs. 2 sœurs. Vous êtes la combien de L'aînée. Vous êtes l'aînée en plus. Justement, comment ça a été perçu, ça, par votre famille ce parcours artistique, en fait? Alors, moi, j'ai toujours... nous, on a eu dans notre éducation une mère qui nous a laissés très libres. Mm-hmm. Donc, en fait, moi, quand j'ai voulu faire ça, j'ai pris ma décision et je l'ai fait. Après, ça n'a pas été très bien accueilli
Parce que quand on est très scolaire et qu'on travaille très bien à l'école et que d'un coup on dit, alors qu'on a une maîtrise de mention très bien, je vais faire du théâtre, non, ça se passe pas très bien. En gros, ça a été pris comme un gâchis, quoi. Ça a été pris comme un gâchis D'accord. au démarrage. Et après, petit à petit, ça a été complètement accepté. Et vraiment, aujourd'hui, c'est super. Ouais. Après, je dis plus ça par rapport à, je me souviens, ma grand-mère, mes grands-parents. Voilà, c'était compliqué, mais de mes sœurs, jamais. Ouais. C'était vraiment... Elles sont restées dans la région ? Oui. Ouais. Oui. Donc vous êtes l'artiste de la famille. Je suis l'artiste de la famille. Alors, si vous étiez une arme de séduction, qu'est-ce que ce serait ? Ça peut être physique, ça peut être mental. Ça peut Une être arme de séduction ? Ouais. Ah, un sourire. Un sourire. Ouais, je pense que ça, c'est... Ouais. Je valide. Si vous étiez un complexe. Si j'étais un complexe, je sais pas. Qu'est-ce que je serais si j'étais un complexe ? C'est pareil, c'est pas forcément physique. Ça peut être. Par exemple, il y en a qui. Pour le coup, il y en a qui complexent quand ils vont à la capitale de venir de la province. Oui, je pourrais dire dans ces cas-là. Alors, ça a jamais été un complexe, mais ça a quand même été un combat, c'est l'accent. Ah, l'accent. Mais moi, je l'ai jamais vécu comme un complexe. Mais oui, il y a quand même l'accent. Une qualité. Je dirais l'altruisme. Oui, je pense. Un défaut, cette fois-ci. Je peux blesser. Ah. Je peux dire un jour un truc qui soit blessant. Vous êtes franche, quoi. Ouais. Donc, voilà. Une émotion. Bon, la joie. Un animal. La chouette. Ah, la chouette. Ah, c'est sûr. Pourquoi la chouette ? Parce que c'est un animal totem que j'adore. J'ai appelé ma compagnie la chouette compagnie. Ah, c'est mignon. C'est pour ça. C'est un animal totem doté d'intuition, de connaissance. Ce qui vous fait fondre chez les autres ? Bah, le rire. Et par contre... L'humour, vraiment l'humour. L'humour, ouais. Ouais, l'humour. Et le tue-l'amour par excellence. Que ce soit en amitié, en amour. Le truc qui vous fait pas fondre du tout. L'odeur buccale. Oui, effectivement. Et dans une autre vie, qu'est-ce que vous auriez fait ou vous auriez été qui ? Alors, dans une autre vie, je sais pas, une reine. Ah, une reine. Une reine. Magnifique ça, une reine. Une reine. Une reine. Voilà. Tant qu'à faire. On est reine. Et ben voilà, comme ça on travaille pas. On retrouve notre reine Caroline Rochefort dans quelques instants. Après le journal de Ethanit Belaïch, on parlera encore rêve, reine, projet. Restez avec nous avec la délicieuse Caroline Rochefort. C'est tout de suite sur Radio J, le journal. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Venez célébrer Tishri 5785 avec Judaïsme en mouvement. Rosh Hashanah les 2, 3 et 4 octobre et Yom Kippour les 11 et 12 octobre. En présentiel ou en streaming, réservez vos places dans les lieux habituels de Judaïsme en mouvement pour vivre et partager la ferveur des fêtes de Tishri. Palais des Congrès, Casino de Paris, Palais de la Femme ou dans les synagogues de Judaïsme en mouvement. Prenez vos places dès maintenant sur judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Shana Tova. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 361e jour de guerre en Israël, les alertes à la roquette ont encore retenti
Dans le nord du pays cet après-midi, notamment à Haïfa, Akko et à Nahariya. En début d'après-midi, déjà une trentaine de roquettes ont été tirées depuis le Liban vers la Galilée sans faire de dégâts majeurs. Plutôt, c'est la région de Tel Aviv qui a été visée par une salve de roquettes. 4 projectiles ont été lancés en direction de la base de Glilot près d'Herzliya, base qui abrite l'unité 8200 de Tzahal et le siège du Mossad. 2 personnes ont été blessées par des éclats de missiles intercepteurs. Dans ce contexte, Tzahal a appelé 4 brigades de réserve supplémentaires à opérer sur le front nord. Tzahal révèle avoir déjà mené 70 raids ciblés dans le sud du Liban depuis le début de la guerre contre le Hamas le 7 octobre dernier. De petites opérations terrestres ponctuelles lors desquelles des positions du Hezbollah ont été détruites, tout comme des tunnels et des armes potentiellement utilisées par le groupe terroriste pour, je cite, envahir Israël. Ce sont les mots du porte-parole de l'armée cet après-midi, Pascal Sunshine. Le général Agari a expliqué que les soldats sont entrés à des dizaines de reprises dans les villages du sud Liban, ont pénétré dans les tunnels, ont détruit des armes. Plus de 700 objectifs détruits depuis le début de la guerre, a expliqué le porte-parole de Tzahal, qui a donné l'exemple de 3 villages libanais frontaliers dont la population avait fui et qui ont été transformés en véritables bases, postes de commandement, arsenaux militaires et points de départ en vue de futures attaques avec des caches d'armes, des tunnels destinés aussi à être des postes de commandement. Aucun de ces tunnels ne passait sous la frontière israélienne, mais servait de point de départ, devait servir de point de départ pour les attaques. Toutes ces structures ont été détruites. Il s'agit donc maintenant de compléter ces opérations menées donc par des petits commandos d'unités spéciales de Tzahal. Ces opérations donc vont être complétées à partir de maintenant au sud Liban, toujours pour lever la menace sur les localités frontalières du nord d'Israël. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, hier soir, Tzahal lançait une opération terrestre ciblée dans le sud du Liban. Dans la nuit, des troupes au sol auraient traversé la frontière pour combattre le Hezbollah dans des villages de la région. Tzahal vient d'ailleurs de mener une frappe ciblée à Beyrouth. De son côté, le Premier ministre israélien a déclaré les jours à venir comme jours de grands défis. Je vous demande 2 choses, a souligné Benyamin Netanyahou. Premièrement, obéir strictement aux directives du commandement du front intérieur, cela permet de sauver des vies. Et deuxièmement, nous devons rester unis. Nous resterons unis dans les jours difficiles qui nous attendent. Ensemble, nous resterons unis. Et ce, alors que les États-Unis alertent sur une attaque imminente de l'Iran. Aux États-Unis, justement, l'Anti-Defamation League déplore l'absence de lutte contre l'antisémitisme sur le réseau social X. L'ADL, l'une des plus anciennes organisations de lutte contre l'antisémitisme, a noté les principaux réseaux sociaux sur leur capacité à modérer les attaques en ligne contre les Juifs, en particulier depuis le 7 octobre et la guerre à Gaza. La plateforme X a récolté un 0 pointé pour son laxisme dans une enquête de l'organisation dévoilée hier. X a ainsi été noté F contre C pour TikTok, le meilleur élève de la classe. En France, enfin, Michel Barnier a prononce toujours d'ailleurs sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Il a ainsi présenté la feuille de route de son gouvernement devant les élus, auxquels il était confronté pour la première fois depuis sa nomination par Emmanuel Macron il y a près d'1 mois. Notre volonté est de ramener le déficit de notre pays à 5% en 2025 et de revenir sous le plafond des 3% en 2029, a-t-il annoncé. Pour ce faire, le chef de l'exécutif a dit vouloir demander une participation exceptionnelle aux grandes entreprises qui réalisent des profits importants et une contribution aux Français les plus fortunés. Écoutez. La situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps. Ce partage de l'effort nous conduira à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Nous le ferons sans remettre en cause notre compétitivité. Cette exigence nous conduira également à demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés, afin d'éviter des stratégies de défiscalisation des plus gros contribuables. Le Premier ministre, cet après-midi, depuis l'Assemblée nationale, a noté que Michel Barnier a également proposé aux partenaires sociaux de réfléchir, je cite, à des aménagements raisonnables et justes de la réforme des retraites.
Merci Tanit, on vous retrouve demain à 14h et on se retrouve tout de suite nous pour le Annabelle Show, la dernière partie, la cerise sur le gâteau avec mon invité, la comédienne Caroline Rochefort. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Dimanche 6 octobre à 19h à la synagogue Copernic, Judaïsme en mouvement organise une soirée en hommage aux victimes du 7 octobre. Table ronde avec Mohamed Sifawi, Franck Tapiro, Georges Bensoussan, Michael Prazan ou encore Daniel Siboni autour du livre 7 octobre manifeste contre l'effacement d'un crime. Mais aussi lecture des noms, exposition photo, musique, cocktail dînatoire et diffusion en avant-première d'un film de Eden Lévy Campana. Rendez-vous le 6 octobre à Copernic. Inscription sur judaïsmeenmouvement.org. Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Ça vous rappelle quelque chose cette musique? Bienvenue à tous, on est de nouveau avec Caroline Rochefort dans le Annabelle Show pour la cerise sur le gâteau avec cette jolie musique. Le temps est bon. C'est une musique qui vous a beaucoup accompagné dans votre aventure de Violette Toussaint. Parce que vous dites que c'est le personnage a les mêmes pulsations, le même rythme que cette chanson un petit peu. Ah oui, c'est mon point de vue. Hein. En fait, pour tous les personnages, je crée une playlist. Et là, notamment, comme j'ai adapté le roman, je l'ai beaucoup écouté parce que j'avais l'impression que cette musique, elle était très proche du battement de cœur du personnage. Ouais. C'est important ce que vous dites là, ce travail justement sur le personnage. Peut-être que ça fait partie du fait que vous rentrez vraiment dans la psychologie de chaque personnage. C'est pour les comédiens qui nous écoutent, c'est un bon exercice comme ça de créer justement ce genre d'outils. La playlist, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend d'habitude. En fait, je pense qu'on a tous des recettes. Moi, celle-là, elle est très puissante parce que si par hasard j'ai besoin de me concentrer avant de jouer, il suffit que j'aille sur la playlist. Et sur la playlist, en fait, j'ai une quinzaine de musiques. Je crois que Violette, elle en avait un peu plus. Mais Anna Polikovskaya, elle en a une quinzaine. Et il y en a 3 qui sont plus justes que les autres. Et si je les écoute avant de jouer, vous êtes dedans tout de suite. Ah, c'est extraordinaire ça. Par exemple, pour Anna Politkovskaya, c'est quoi comme musique? C'est laquelle vous. J'ai un trou de mémoire. Anna Politkovskaya, c'est plus rythmé. Oui, c'est une chanson de rock. C'est hyper rock. Ah voilà, j'allais dire de rock forcément. Hyper rock, c'est pas grave, ça reviendra. Mais en tout cas, la musique. Oui, mais j'ai trop envie de vous la donner parce que je l'adore. Mais je vais la trouver tout à l'heure. La musique, c'est quelque chose qui est d'important pour vous? C'est quelque chose vous travaillez en musique des fois, ça vous arrive? Je travaille en musique. Oui. Narcotique de Liquido. Narcotique, si jamais on l'a d'ici la fin de l'émission, on la diffusera. Qu'on ait une idée. Ça, c'est immédiat, je l'écoute et c'est tout de suite. Pour revenir un peu sur votre patrimoine personnel, culturel, donc vous avez dit que L'Alchimiste a été un coup de foudre. Un coup de foudre et une révélation pour vous. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait ce livre du coup? Il vous a éclairé sur le sens de la vie Des fois, j'aimerais le relire parce qu'en fait, je l'ai lu qu'une fois. Mais pour moi, il y a un avant et après. Ouais. Ça m'a changé de direction. Ça a changé la direction de ma vie, ce livre. C'est pas rien quand même quand on dit ça ça peut être, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être encore une fois, c'est une rencontre de lecture en fait. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être, moi c'est à nouveau une rencontre de lecture, mais ça peut être, je sais pas, le battement d'aile d'un papillon qui d'un coup fait changer de direction quelqu'un, jusqu'à un bouquin, jusqu'à un discours, jusqu'à... ça a résonné en vous et vous vous êtes dit, le parcours initiatique, sa quête... toute la spiritualité qu'il y a à l'intérieur de ce livre, l'histoire du chemin, moi ça m'a fait un électrochoc. Oui, vraiment. Et il y a un autre auteur qui vous a beaucoup marqué aussi, c'est Irving Yalom. Oui. C'est à travers, alors pour préciser un petit peu pour ceux qui connaîtraient pas, donc il est spécialisé dans la psychologie. Oui, c'est quelque chose que vous avez rencontré dans vos études? Non, je l'ai rencontré bien après. En fait, Irving Yalom, il est médecin, psychiatre, et il va développer un cours. Il devient après psychologue et il développe tout ce qui est de l'ordre de la psychologie existentielle.
C'est-à-dire, il va travailler vraiment avec ses patients sur le sens de l'existence. Et moi, c'est un auteur de romans, mais c'est aussi un thérapeute que je trouve incroyable. Incroyable. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup, ça aussi. À la fois la lecture, à la fois la psychologie. C'est quelque chose qui revient très souvent dans votre... Ah, mais c'est mes deux passions, je pense. Je pense que c'est des passions même plus fortes que le théâtre. Donc vous auriez peut-être été dans une autre vie une reine psychologue. Ouais, non, mais je pense qu'en fait, le théâtre, c'est un moyen d'expression. Mais ça que rejoint. Mes vraies passions, c'est la lecture et la psychologie. En fait, c'est un moyen. En fait, le théâtre rejoint ces deux passions-là, parce que vous pouvez faire exister à la fois la psychologie des personnages que vous défendez, c'est vrai. Et la lecture des messages. Je l'avais jamais vu comme ça. Mais oui, je pense que c'est possible. Je vous déporte moi aussi. Oui, c'est ça. C'est assez formidable, c'est vrai, de pouvoir comme ça allier ses passions à travers un art et une discipline. Alors. On a revu, vous êtes parlé à vous-même, vous êtes heureuse de ce parcours, et j'aimerais savoir ce que vous diriez à la petite Caroline que vous étiez, si vous pouviez lui parler en fait. Quels seraient vos messages ? Si tu parlais à l'enfant que tu étais. Alors vous pouvez regarder ou pas dans le miroir, hein, c'est pas obligatoire, mais... En thérapie, il y a un concept qui est l'enfant intérieur. Ouais. Et l'enfant intérieur, c'est un concept thérapeutique que je trouve extrêmement passionnant parce que souvent, quand on est adulte, on peut être dominé par des pulsions de notre enfant intérieur, qui du coup, l'adulte qu'on est ne devrait pas réagir comme ça, mais c'est son enfant intérieur qui est en souffrance parce qu'il n'a pas guéri qui est en déséquilibre ses par rapport à quelque chose. Exactement, il n'a pas guéri, il n'a pas tout guéri. Et des fois, il vient tirer des fils qui font qu'en tant qu'adulte, on peut avoir des comportements qui sont en fait... des résurgences de conflits d'enfants qui n'ont pas été souvent on dit et apaisés. Ouais, alors justement, souvent on dit que les artistes ont un enfant intérieur assez fort. Oui, ouais, souvent, très souvent, qui veut jouer. Puisqu'en fait, nous, la définition de notre métier, le verbe, c'est jouer. Donc oui, c'est très, très lié à l'enfant qu'on était. Alors justement, si vous parliez à l'enfant que vous étiez, ou même si vous parliez à mon votre enfant propre intérieur, enfant, ou alors à votre enfant intérieur. En tout cas, je lui dirais que la vie a en fait été bien plus forte et bien plus puissante que les rêves que j'avais petite, qui étaient plus petits que ce que la vie, au final, vous a réservé. M'a réservé. C'est beau ça. Alors du coup, quel conseil vous donneriez par rapport justement à cette recherche de clé du bonheur? La clé du bonheur, c'est quoi? D'abord, de trouver un excellent thérapeute. Je suis très sérieuse. Vous l'avez trouvé vous-même? Oui, moi j'en ai trouvé des super, mais plusieurs. Plusieurs. Moi je trouve que c'est très très important d'aller questionner sa propre histoire pour aller mieux. Je pense qu'on va bien mais vraiment, ça c'est une pensée que j'ai, dont je suis convaincue. Je pense qu'on va bien quand on se confronte à son histoire et quand on va bien, on va bien. Mais en tout cas, quand on a des moments où ça va pas et qu'on trouve les sources et les origines de nos maux, MAUX, je pense qu'on va mieux, et ça, c'est par le thérapeute. Le secret du succès. Pour moi, quand même, c'est le travail et l'intuition. Ouais. Parce qu'en fait, sans travail, c'est pas possible, et sans, à un moment donné... le flair. Le flair, après, certains vont y mettre le destin, d'autres ils vont y mettre... Moi, je dis l'intuition, parce que l'intuition, ça part de soi. Alors que le destin, c'est... Voilà. Ça résume assez bien tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission. En amitié, puisque c'est une valeur forte pour vous, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, vous aimez l'amitié, vous aimez vous retrouver avec vos amis. En amitié, il faut beaucoup d'apéro. Voilà, on est pragmatique, on vient du terroir, il faut des apéros, c'est clair. Sans apéros, il n'y a pas d'amitié, je crois. L'amour, c'est vraiment... Moi, c'est nécessaire. Surtout, méfie-toi des... connards. Il vient bien du cœur, celui-là. Ne t'encombre pas de... pensées qui ne sont pas les tiennes. Ah oui, c'est joliment dit, ça. C'est vrai. Mais ça, vous me l'avez un peu répondu dès le départ. Donc, dans la vie, tu ne dois jamais oublier que ton meilleur ami, c'est toi-même. Retenez bien ça. Votre meilleur ami, c'est vous-même. Alors, on a
parler à travers cette émission de la spiritualité et puis aussi de ce rapport à la mort, puisque forcément c'est quelque chose à laquelle vous êtes très sensible à ça, non seulement par rapport à ce projet qui est Changer l'eau des fleurs, mais aussi je pense par rapport à vos études et peut-être à vos lectures. Justement, j'ai envie de revenir là-dessus. Bienvenue au paradis. Ce lien avec la mort, quelle est votre spiritualité en fait ? Quelle est votre croyance par rapport à ça ? Un gros sujet. Ouais. Alors moi je pense qu'on est là de passage, je crois en des tas de choses et je demande à personne de partager mes pensées, parce que je veux dire des choses que les gens peut-être vont dire pas du tout. Non. Moi je crois vraiment qu'on est là de passage, je crois en l'âme, je crois en la réincarnation, je crois dans le chemin spirituel, je crois qu'il y a des actions qu'on fait dans cette vie-là qui sont là pour qu'on se transforme. Et c'est tout le conflit que j'ai souvent entre le chemin spirituel et l'incarnation terrestre dans laquelle on est, quoi. Ouais. Moi, je lis beaucoup de choses sur tout ce qui est de l'ordre de les personnes qui se réveillent après... les expériences de mort imminentes, qui se réveillent, qui parlent une autre langue alors qu'ils ne l'ont jamais étudiée. Je lis beaucoup de choses, même si je valide pas tout, mais je lis beaucoup de choses de Patricia Daré, qui vraiment est médium et parle avec l'au-delà, qu'on y croit ou pas. En tout cas, elle écrit des livres qui sont des best-sellers. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas la réponse tous. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas. Donc, qu'on y croit ou pas, c'est de l'ordre de la croyance. Bien moi, sûr. je sais que ce chemin, je sais que j'ai eu énormément de personnes après Changer l'eau des fleurs qui soit m'ont écrit, soit après avoir vu la pièce et qui m'ont parlé de soit leur enfant défunt, soit de leurs parents qui venaient de décéder, soit voilà, et qui pendant la pièce avaient eu des choses qui étaient arrivées et qui étaient un peu de l'ordre étonnante pour eux. Ouais. Moi, je crois que on est des canals et il y a des messages qui passent à travers nous. Vous avez choisi ce métier aussi parce que ça permet de vivre plusieurs vies en une seule. D'être un moyen de transmission comme ça. Ce serait quoi le dernier mot que vous diriez avant justement une autre vie ? Avant une autre vie, je sais pas, je dirais de prendre soin de soi. Merci d'avoir pris soin de nous pendant cette émission. Merci Caroline de m'avoir invitée. Courez voir Changer l'eau des fleurs au Théâtre Le Pic les mercredis, vendredis, samedis. Et puis je vous invite, dès que vous entendrez parler de Femmes non rééducables, donc la pièce sur Anna Politkovskaya, à courir la voir également. On peut vous découvrir sur vos réseaux sociaux, peut-être si on veut avoir toutes vos actualités. Caroline Rochefort, vous avez un site aussi. C'était un grand plaisir. C'était comment ? C'était super. Merci beaucoup Caroline Rochefort. Ah bah tiens, on entend votre musique. Oui. Ah là, on entend votre musique, Narcotique. Merci infiniment. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine puisque c'est les fêtes. Et tout de suite, c'est le Club Imo avec Marc Ezrati. Kiss kiss.